Donc, bonjour à vous tous. Je m'appelle Marc Gagné, donc je travaille en pair depuis 20 ans. Voilà, je vis à Paris et je suis président d'une association qui s'appelle PSPOF, qui est un réseau social professionnel pour travailler en pair qui vient de créer. Ouais, c'est génial. Voilà. Oui, en fait, on essaye de créer des outils pour permettre les personnes concernées qui interviennent dans le champ de la formation, quel que soit le champ, de pouvoir avoir un statut, de pouvoir être salarié, une boîte à outils à l'usage, parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a une espèce d'obligation pour les centres de formation, par exemple, d'avoir des personnes concernées dans tout le cycle de formation. Donc, la question, c'est quels outils on apporte aux gens pour pouvoir faire que ça se passe bien dans l'institution. Donc, voilà. Et donc, le deuxième animateur, parce qu'on a changé 4 d'animateurs pour cet atelier. Voilà. Et Bruno, qui aurait fait ça. Merci de ce passage de relais. Voilà. Oui, donc, ça, moi, je suis travailleur social de formation initiale. Finalement, c'est un émission dans une système médico-social parisien. Ça s'appelle Le Vautrelet. Il y a des personnes qui vivent avec des troubles voilà, dans la gestion d'établissements et de services. Voilà, donc nous avons le couple de l'année. Voilà, alors il y a une contribution. On va vous présenter. Il y en a une que je ne maîtrise pas trop. Vous êtes non, voilà, oui, bon, aussi, voilà. Vous avez vu, il participera. Voilà. Vous avez une contribution donc, de David Grand qui a fait un boulot, sur Lyon autour de la question du non-recours. Et pourquoi les gens ne font pas appel aux services sociaux. Il a fait une étude sur cette question-là. Présenter ça. Et la deuxième, c'est Antoine Prince, qui est un sociologue belge de l'Université de Louvain, qui a sa contribution est autour du parcours d'une personne qui a un parcours psychiatrique assez dense en Belgique. Et à partir de cette étude de cas, il explique un petit peu comment en fait le système est en train de psychiatriser dans la société belge. Je maîtrise un peu moins parce que c'est beaucoup plus académique comme contribution. Voilà. Oui, ça s'appelle la philosophie naturelle, etc. Donc, on commence par… Juste les contributions de toute façon sont accessibles sur Internet. Voilà. Hein? Ok. Donc, on s'y prend comment? Peut-être que c'est peut-être une présentation un peu synthétique, sachant que l'enjeu, en tout cas, de chaque contribution, c'est vraiment d'essayer de synthétiser, c'est-à-dire de ne pas refaire forcément l'enjeu de la contribution en elle-même, vraiment de les synthétiser et qu'on puisse se poser et débattre aussi ensemble des questions que ça pose, de nos regards croisés. Tout l'enjeu, c'est vraiment autour de ces croisements de regards et de ce que ça nous évoque en termes de réflexion, en termes de tension. Voilà. L'enjeu de ces ateliers se situe vraiment ici. Je vais démarrer sur les synthèses. Donc, la contribution, c'est autour des questions d'expulsion locative pour impayés de loyer et le fait que les gens
n'est pas recours aux services sociaux. Donc, ils ont suivi, une vingtaine de personnes qui étaient juste à la limite de procédure d'expulsion. Il y a eu un peu avant et puis pendant. Voilà. Et après. Et le constat qui est fait, le constat qu'il a fait, je vais aller sur son résumé, ça va être beaucoup plus ça. Voilà, lui, pour essayer de synthétiser un petit peu sa contribution, il identifie en fait, ce qui est intéressant dans son étude, en fait, il dit qu'il y a 4 raisons pour lesquelles les gens n'ont pas recours aux services sociaux. Excusez-moi. Voilà. Donc, il part du principe que, de toute façon, toutes les situations de ces personnes sont liées à des accidents, des événements, soit les pertes de chômage, ça peut être une forme d'accident qui fait qu'à un moment donné, les gens se retrouvent en rupture. On a payé le loyer, généralement. Et la question, c'est comment les gens réagissent à partir de cette situation-là. Donc, excusez-moi. Voilà. Voilà. Donc, il identifie le fait qu'il y a non-recours quand une personne n'a pas l'usage des droits ou des services auxquels il a droit. OK. Voilà. Et la première, c'est le non-recours par non-connaissance. C'est-à-dire que j'explique que, en fait, les gens ne savent pas. Ils ne savent pas qu'il y a un certain nombre de dispositifs qui sont à leur disposition. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'ils ne font pas appel. La deuxième, c'est qu'en fait, ils peuvent avoir une connaissance de ces dispositifs, mais qu'ils n'y font pas appel. Voilà. Alors, pour plusieurs raisons. Une qui peut être absolument compréhensible, c'est le fait de ne pas avoir envie d'être identifié comme étant une personne à problème, donc stigmatisé. Voilà. Voilà, les personnes préfèrent en fait compter sur elles-mêmes pour pouvoir se débrouiller, plutôt que d'être identifié comme étant une espèce de misérable qui ne sait pas gérer son budget. Voilà. Voilà. Le troisième, c'est que la personne peut recourir au service, mais en fait ne pas obtenir d'aide de la part de ces services. Pour des tas de raisons, à la fois parce qu'il n'y a pas de solution peut-être, mais aussi le fait que ce qui est proposé comme solution n'est pas adapté non plus. Voilà. Le fait que les gens peuvent être noyés dans des procédures administratives et qu'à un moment donné, ils laissent tomber, parce qu'on leur demande de faire tellement de choses qu'ils finissent par abandonner, et par laisser tomber. Donc, le fait que ce soit une succession d'accidents ou de malheurs qui soient arrivés aux personnes, donc en fait, généralement, c'est une espèce de spirale qui se met en place. C'est ce qu'il identifie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les emmerdes ne viennent jamais seules. C'est quelqu'un dans l'étude qui le dit. Voilà, la merde ne vient jamais toute seule. Donc, il y a un certain nombre d'événements qui en entraînent d'autres, mais par contre, ce qu'il identifie, c'est le fait que ce n'est pas une fatalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sur le parcours de la plupart des personnes avec qui ils ont fait l'étude, à partir du moment où les personnes se mettaient à intervenir dans le processus, c'est-à-dire, par exemple, vous ne faites pas appel aux travailleurs sociaux, mais à un moment donné, juste avant l'expulsion, la personne dit merde, je vais essayer de faire quelque chose. Donc, à partir de ce moment-là, les choses sont réversibles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut influer sur le cours des choses. À partir du moment, par exemple, où les gens décident d'aller procédure d'expulsion, c'est un truc qui est traumatisant dans le sens où, quand tu vas au tribunal, c'est vraiment toi la grosse merde. Tu ne payes pas ton loyer, on met ta vie par terre, toi, devant tout le monde. Donc, le fait, la plupart du temps, d'intervenir au tribunal, généralement, n'a pas beaucoup d'effet, puisqu'en fait, c'est un cadre qui est tellement pesant pour les personnes qui finissent par à un moment donné, ne pas prendre la parole, laisser leur avocat prendre la parole. Mais globalement, à partir du moment où les gens se mettent à agir, la situation peut s'améliorer. Et il y a un certain nombre de cas où il a remarqué en fait, que les situations sont améliorées parce qu'à un moment donné, il va tomber sur un travailleur social qui, lui, peut-être maîtrise mieux
Voilà. C'est jamais trop tard pour agir. C'est clair. Après, tu as la spirale, moi je l'ai vécu, ça. À un moment donné, ce que je trouve intéressant dans son étude, et ce qui est vrai, moi je l'ai vécu, ça. C'est-à-dire, à un moment donné, tu sais que tu es dans la merde, que tu vas être expulsé. Moi, ça a été mon cas, j'avais plus d'électricité, j'avais plus rien, j'étais venu un squat, et qu'est-ce que tu fais? Tu laisses tomber, tu dégages, tu t'embarques et tout. Parce que mentalement, le fait de rentrer dans des procédures, tu vois, à un moment donné, la charge mentale est trop forte. Voilà. C'est vrai que c'est un peu insupportable à un moment donné, tu sais que tu es dans la merde, tu as un peu fait n'importe quoi, mais le simple fait d'essayer d'arranger les choses peuvent être pires. Ouais, parce que mentalement, ça te replonge un peu dans ce que tu fais. Donc, il y a beaucoup de gens qui font ce choix de dire c'est bon, je laisse tout, je laisse toutes mes affaires, je prends mon sac et je me tire, et je passe à autre chose. Voilà. C'est une des choses qui sortent de cette étude. Je ne vais pas aller plus loin. Hein, sur le site, vous avez à la fois un petit résumé, qui est assez bien fait, mais c'est assez compréhensible et c'est assez intéressant pour la contribution de David Grand sur la question de mon. C'est pas vraiment pas simple pour les gens de voir combien de temps ils jouent en bas. C'est pas un candidat, c'est pas un candidat. Mais quel recours il y a après? Ici et compagnie, tu ne peux pas te rajouter de la charge. Mentalement, c'est déjà compliqué à vivre. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des affaires, tu casses. Il note un petit peu un manque dans l'interaction entre les locataires et les travailleurs sociaux. Du côté des locataires, la précarité empêche à un moment donné de faire des démarches aussi. Mais du côté des travailleurs sociaux, il note que parfois, les travailleurs sociaux connaissent les situations des personnes depuis très longtemps, se sont habitués à ces situations et du coup, n'anticipent pas forcément la réponse à apporter, sachant que la personne ne demande pas. Et du coup, effectivement, il note vraiment un manqué dans cette relation-là, quelque chose qui ne se rencontre pas. Et qui fait qu'à un moment donné, la situation explose sur le choc, pour le coup, de la mise en demeure et de l'expulsion. Et après, tu as le tribunal qui arrive et que est-ce qu'il a aussi recueilli du coup, parce que ça, imagine le travailleur social, ça doit être hyper violent de se dire qu'est-ce que j'ai raté, quoi. C'est centré en fait sur les femmes. Ouais. Il a pris cet angle-là, c'est-à-dire une vingtaine de personnes qu'il a suivies et il s'est concentré uniquement là-dessus. Première étape, que faut dire dans notre contribution, d'abord elle est accessible. Tout le monde peut la lire. Franchement, vous allez comprendre. Même s'il y a des mots un peu définis, je lis le résumé, voilà, c'est assez compréhensible. Donc, moi, je trouve que c'est intéressant et c'est centré sur les personnes et sur ce qu'elles ont vécu, ce qu'elles disent. Donc, moi, je trouve que c'est un truc qui est assez bien fait et accessible. Par rapport à la deuxième contribution, qui est un monument d'académisme. En fait, c'était une commande, c'était une étude qui avait été commandée sur la prévention des expulsions sur la métropole lyonnaise. Donc, je suppose que c'était la métropole, je crois, et les services de l'État. En gros, c'était les acteurs qui sont réunis dans ce qu'on appelle des CAPEX, des commissions de prévention des expulsions, et qui disaient on ne comprend pas parce qu'il y a des situations. En fait, on aurait des outils pour les rattraper, mais les gens n'y répondent pas. Et du coup, il me semble que son travail et toute l'enquête qu'il a menée, c'était aussi pour donner des éléments qui permettent aux professionnels d'expliquer ce paradoxe entre il y a des dispositifs qui pourraient être aidants et des personnes qui sont très en difficulté, qui vont perdre leur logement, et pour autant, la rencontre ne se fait pas. Et comment expliquer ce paradoxe, quoi. Et c'est vrai qu'il disait,
pris dans un enchevêtrement de malheur, etc., ce n'est pas toujours facile non plus d'avoir un comportement rationnel. Et quand vous avez des tournées, des convocations, etc., ça serait peut-être judicieux de faire, mais ce n'est pas le choix que vous faites parce que on se met la tête dans le sac. C'est là, administrativement, c'est extrêmement complexe. Là-dedans. Et surtout, il y a la question du regard. Moi, franchement, dans ces phases-là, moi, quand j'ai eu ce type de problème, je préfère passer pour un marginal que pour un misérable. Voilà. Je préfère qu'on me craigne, d'accord, plutôt qu'on me plaigne, parce que c'est franchement le regard qu'on porte sur toi. Comme un cassos, tu vois. Voilà, le fait que tu te regardes comme un cassos alors que on fait ça. Je pense qu'il y a quelque chose autour du regard aussi qui est important. À la fois la contrainte administrative, qui est extrêmement lourde, qui peut l'être, voilà. Et puis le regard. Là, je suis frappée aussi dans le vocabulaire, même ne serait-ce que Pôle emploi, etc. C'est des vocabulaires qui passent leur temps à te carboniser de peur, quoi. C'est très impressionnant. Il y a une espèce de traumatisme flottant de toute cette manière de nous parler. Moi, je trouve qu'en France, il faut absolument mettre les gens dans des cases. C'est le ressenti. Alors, les gens qui sont avec ça ou à la AA, c'est vraiment des cassos. Vous recevez un RSA ou une AA, dites merci. C'est ça. C'est ça. Voilà. Le RSA, c'est même pas la moitié de la vie, mais vous dites merci. Il ne faut surtout pas. Voilà. Vous avez des APL, donc voilà. Taisez-vous. En gros, on est poussé dans des cases. Alors, moi, je ne dis pas, il y a des travailleurs sociaux qui sont souvent très bien, mais aussi le fait de ne pas aller les voir au téléphone, c'est la porte qui nous renvoie qu'on est des cassos. Voilà. Après, on va avoir l'occasion d'en rediscuter. Là, ce qu'il faut, c'est qu'on passe les contributions assez vite parce qu'il y a des vrais contributeurs qui sont là sur place. Ce débat, vous allez voir, on va l'avoir à toutes les échelles. Je vais passer à la deuxième contribution, comme ça, on aura fait ça. Donc, c'est Antoine Prince, qui est un universitaire belge. En fait, qu'est-ce qu'il a fait dans cette contribution? Il a remonté la trajectoire d'une personne qui s'est retrouvée hospitalisée d'office en Belgique. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a remonté toute son histoire. Et il l'a fait à travers, c'est ça qui est extraordinaire, il y a un truc extraordinaire dans cette étude, c'est qu'il l'a fait à travers tous les documents qu'il a pu récupérer des institutions judiciaires. Et il y a eu toutes des procédures judiciaires, il y a eu tous des rapports sur des travailleurs sociaux, etc. Mais il a vraiment récupéré une masse de données sur le parcours de cette personne, mais il y a une donnée qu'il n'a pas récupérée, c'est le témoignage de la personne elle-même, parce qu'en fait, elle est particulièrement réfractaire. Donc, il explique, voilà, il explique dans ce truc-là, dans cette contribution, un peu, qu'est-ce qui a mené à ce qu'en fait, la seule solution qu'ils aient trouvée à ce gars qui n'était pas réellement dans la précarité, il était logé dans un appartement qui appartenait à sa famille, d'accord, il n'était pas SDF, il n'était pas vraiment en précarité sociale. Voilà. Sauf qu'à un moment donné, son entourage a commencé à dire, bon, il part un peu en couille, il fait un peu n'importe quoi, comment on peut faire, parce qu'il fait chez ses voisins, etc. Donc, dans l'étude, il remonte, c'est assez impressionnant, parce que les rapports judiciaires, c'est assez froid, c'est des trucs, voilà. Donc, il retrace tout son parcours, en fait, et le but de cette contribution, d'après ce que j'ai pu comprendre un peu, c'est qu'en fait, la seule solution a été un peu une solution par défaut. Le fait de l'internement d'office. Oui, parce qu'en fait, ils n'ont pas, quand tu vois tout le parcours, ils n'ont pas trouvé, oui, ah oui, oui, il le dit, mais ils n'ont pas trouvé une autre solution. Et puis le mec, il ne fait pas d'effort. Un mauvais pauvre, le mec qui ne coopère pas. Ah oui, oui, là, c'est le mec. Pardon. J'en ai tout. Ce mec. Vraiment, c'est vraiment le mauvais pauvre, le mec qui ne coopère pas, etc. Mais en fait, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'ils ont un peu tout essayé et en dernier recours, pour eux, le choix, ça a été l'hospitalisation de l'office.
effectivement, il y a toute la trajectoire effectivement, du point de vue institutionnel, Oui. avec cette tension, encore une fois, sur l'aspect de la question finalement morale qui est traitée ou pas traitée par la famille et l'environnement très proche, et la question la plus juridique à un moment donné, puisque la famille est débordée, se sent débordée, et à un moment donné, effectivement, est plutôt dans le rejet, très clairement, pour le coup de cette personne, qui finit à la rue, de fait, et qui rencontre là l'institution judiciaire avec la dimension de ce qu'on se contraint. Mais du coup, en tout cas, l'article tente de mettre en lien, en tout cas d'éclairer à partir de ce parcours, justement, ces tensions-là entre ce qui joue et qui relève de la sphère familiale et ce qui vient à un moment donné déborder du côté de la sphère publique de la société, et donc d'une réponse qui va être une réponse, alors effectivement, elle est extrêmement violente, la réponse. Et effectivement, je te rejoins, Jean-Marc, sur la description des comptes rendus assez froids, assez. Ouais. Non, mais en fait, lui, il a sollicité personne. Il avait un logement, il faisait chez son voisinage, etc. C'était des problèmes classiques, tu vois, de vie dans un logement, quand tu voilà, problème de payer ses charges, etc., puis de faire ses voisins, problème de violence, etc. Voilà. Je sais, j'ai pas vu ça dedans. Mais en tout cas, ce mec, voilà, il posait problème. Oui, jusqu'à se retrouver expulsé. Hein. Après, pour cette étude, moi, je pense que ça mériterait en fait d'avoir une version un peu quelque chose qui soit accessible, parce que c'est là, il fait appel à de grands principes de la philosophie naturelle, par ses études. Oui, peut-être, oui, mais ça mériterait d'avoir une version qui soit un peu plus accessible, parce que moi, je me suis bien pris chou. Hein, Ah non, mais ils s'en foutaient. J'étais tout le monde. Le mec s'est tapé. Mais comment il a pu avoir accès aux écrits? Est-ce que c'est des documents confidentiels? Non, mais apparemment, alors, on est en Belgique. Ouais, voilà. En Belgique. Et en fait, alors, à la fois, il a toute la documentation. Alors oui, dans les dossiers judiciaires, il y a accès, apparemment légalement parlant, des rapports de travailleurs sociaux, et après, il a fait des enquêtes sociologiques avec les proches. C'est un truc, c'est hyper documenté. Hein. Vraiment. Mais, alors, c'est voilà. La personne n'est pas d'accord. Alors c'est en Belgique, voilà, le cadre lui-même, c'est vrai que c'est très ressemblant à ce qui peut se passer en France. Après, je ne connais pas non plus le cadre légal en Belgique. Voilà. Ça mériterait déjà qu'on ait cette mise au point sur qu'est-ce qui est différent entre la France et la Belgique pour ce type de traitement, et puis surtout que ça soit un petit peu quelque chose d'un peu accessible. Voilà, je pense que ça mériterait ça. Un des éléments aussi que je ressens en termes de c'est finalement la question de l'hospitalisation d'une situation sociale. Il y a vraiment cette dimension-là. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, quelque chose qui déborde du point de vue de la société va être traité du point de vue de l'hôpital, de l'hospitalité. Et ce genre de situation, vous l'avez déjà vu en France? Moi, je suis mandataire judiciaire, j'ai fait des mesures de protection, effectivement. C'est des situations qu'on retrouve. Ça dépend après, parce que chaque situation est propre, a des conséquences propres. Et je sais qu'il y a des personnes qui sont opposées à ce qu'un tiers intervienne, mais des fois, c'est aussi la pathologie qui l'empêche de voir des fois qu'il a besoin d'aide. Et quand il y a une mise en danger pour lui ou pour les autres, et qu'il n'est pas forcément en état de se rendre compte, effectivement, on peut avoir recours à des personnes avec des pathologies psychiatriques. Non, mais des fois, en fait, c'est intéressant avec les contributions, en fait, c'est que des fois, il n'y a pas de solution. D'accord. Et que le truc, c'est ça. Là, ce qu'ils ont fait, c'est d'arriver au bout du bout. Et le bout du bout, ça a été la contrainte. C'est une mise à l'abri. Non. Des fois, ça crée, c'est très choquant, mais il y a des fois, avec des personnes,
où ça crée justement aussi une rupture et ça permet de repartir aussi sur autre chose. Là, cette personne, si je comprends bien aussi, elle s'est retrouvée à la rue en situation d'isolement, en rupture et en conflit avec sa famille. Donc, il va s'arrêter aux services sociaux, des problèmes judiciaires, peut-être pénals. Et si aussi il est en situation d'isolement, est-ce qu'il va pouvoir se défendre devant un tribunal quand il est en... Il y a plein de choses aussi à prendre en compte qui sont très propres. Mais voilà, quand on a des personnes qui sont marginalisées à l'extrême, ben, des fois, une rupture, ça permet ensuite d'avoir un accord aux soins aussi, des fois. Mais ça, c'est pas précisé. Si tu as rebondi, on ne sait pas. Là, on Le mec, pas il ne coopère pas, tu vois bien. Mais ils sont contents, puis là, c'est tout le monde. Le mec, il est bien dans ses bottes, hein, je te dis. Voilà. Mais c'est vrai qu'après, il a tué personne. Voilà. Le motif, il est au moment où je pense, quand on est fou, Il y a un motif, oui. il y a un motif Ouais, mais n'arrive pas parce que dans un livre, c'est parce qu'il y a tout ce chemin, entre le moment où les emplois logements commencent à partir en F, voilà, jusqu'au moment où. Oui, mais ça ouvre des portes à. Je crains un peu l'histoire de je m'en manger les autres, je m'en manger moi-même. Ça, j'y crains un peu parce que où j'étais socialisé, je précise, après, plus tard en HL, à un moment donné, j'étais en HL, ils ont donné un périm éliminant alors que je suis en HL, alors que je voulais faire une décharge, je vais juste me casser, quoi, au bout de 6 mois d'hospitalisation. Ils ont donné un périm éliminant, c'est même pas nécessaire. Moi, je trouve mon avis, hein. C'est mon opinion, mais je me trompe peut-être, ça se trouve c'est justifié, je ne sais pas. Et en fait, je me suis fait un an d'isolement, quoi, après avoir vu deux médecins. Parce que je me mettais soi-disant en danger moi-même, soit moi-même, soit les autres. On lui enverra quelque chose pour essayer de répondre à ces questions. On peut lui envoyer quelque chose et puis on va suivre derrière. Hein. De toute façon, voilà. Ça serait bien. On passe à la troisième contribution. Donc, je vais passer la parole à Ibrahim Sako. Lui, s'est attaché en fait à regarder les conséquences que pouvait avoir cette question dans le logement, dans l'hébergement, et surtout l'impact le plus important qu'il peut avoir, c'est sur évidemment les enfants. Et quel impact ça a sur la vie et le parcours des enfants, de ces familles qui sont logées dans le système d'hébergement. Et voilà, c'est vrai que quand on est tout seul, il n'y a qu'à soi-même, il faut prendre des risques. Et c'est vrai que quand la prise en charge concerne aussi des enfants, là, les choses deviennent beaucoup plus importantes et plus productives. Voilà. Juste avant de commencer, oui. Un petit rappel extrêmement frustrant. Il est 11h04, on doit terminer à 11h30. Est-ce qu'il faut faire une présentation synthétique de façon à ce qu'on puisse justement pour le coup échanger, même si ce sera frustrant. Merci de m'avoir donné la parole. Donc, je vais être bref et synthétique pour respecter les timings. Donc, Ibrahim Sako, doctorant au laboratoire Printemps de l'Université de Versailles, Printemps Profession, Institution Temporalité. Donc, ma contribution est en lien avec la réussite scolaire, avec les conditions de vie difficiles, voire précaires. Donc, en menant cette étude, je me suis basé sur une enquête que j'ai faite, donc à partir du cas d'une élève qui se retrouve dans des conditions de manque d'autonomie de vie liées au mal logement. Donc, c'est suivi, le suivi de cette fille s'inscrit dans l'enquête de ma thèse, c'est un suivi longitudinal de 3 ans, de 2017 à 2019. J'ai suivi un certain nombre d'élèves d'origine malienne. Donc, parmi ces élèves, cette dernière était en difficulté
liées au manque de logement. Donc, mon travail se situe à des axes. Dans un premier temps, ils ont mis l'accent sur les conditions de vie familiales de cette fille. Et dans un second temps, l'accompagnement donc sous l'angle de l'apport de l'assistance sociale. Donc, en ce qui concerne les conditions de vie, c'est que cette fille, elle vit avec sa maman dans des hôtels dits d'hébergement. Donc, elle change, la famille change, c'est une famille monoparentale, donc d'hôtel en hôtel. Et au fur et à mesure que la famille change d'hôtel, donc elle se retrouve dans des situations difficiles de vie, la distance école-hôtel qui s'éloigne au fur et à mesure. Et donc, au-delà de ça, donc, elle se retrouve en déphasage, bien sûr, contrairement aux autres camarades. Donc, elle n'a pas d'amis, puisqu'elle n'a pas de lieu fixe. Parce que dans ces hôtels, on voit que c'est d'autres personnes qui viennent donc, dans les moments éphémères. Au-delà de ça, donc, elle se retrouve dans la promiscuité. Voilà. Donc, elle n'a pas accès, par exemple, aux aides au débat. Bon, la situation va se compliquer au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'au niveau de l'assistance apportée à cette fille, l'assistance sociale parvient quand même à nous faire loger la famille. Mais je me suis rendu compte dans mes observations que l'assistance sociale elle-même fait face à des injonctions d'ordre institutionnel, administratif, d'autant plus que on sent sa volonté vraiment de trouver rapidement un logement à la famille. Mais malheureusement, comme vous le savez, j'imagine, dans les mairies, il y a une commission qui se statue pour voilà, choisir des priorités et des non-priorités. Donc, ce qui fait que durant 3 ans, cette famille se retrouve sans logement. Mais au fil du compte, donc, la famille a pu avoir un logement social qui est à peu près à 10 mètres de l'école. Et donc, l'une des hypothèses que j'avance, c'est que pourquoi maintenant à 10 mètres, à 10 minutes de l'école. Donc, pourquoi ce rapprochement école-maison? Donc, peut-être que j'imagine, c'est une hypothèse avancée, peut-être au niveau de la commission, ils essaient, selon la carte scolaire, essayer de rapprocher l'école à l'enfant ou l'enfant à l'école. Donc, au-delà de ça, d'autres difficultés, c'est que la famille n'a pas droit à la visite. Donc, alors que la famille n'est pas en porte-à-faux avec la justice, parce qu'il y a de ces hôtels, donc, quand on est logé, on n'a pas droit à la visite. Et pour qu'ils parviennent à rendre visite à cette famille, il fallait une démarche aussi administrative, hein, parce que c'est la voie de l'assistance sociale qui porte foi. Donc, il fallait que l'assistance sociale fasse une lettre au nom de la maman. Donc, dans sa lettre, donc, elle écrit que la maman est d'accord pour que je puisse voilà, les rendre visite dans le cadre du suivi scolaire. Donc, c'est aussi un manque d'autonomie de vie. Imaginez, donc, on vit dans un lieu où on n'a pas droit à la visite. Donc, pour résumer, donc, j'ai fait ressortir le manque de logement, ce que ça fait comme conséquence à la réussite scolaire d'un élève. Et non seulement l'élève, le fait de ne pas avoir d'amis, donc c'est une conséquence, et la distance aussi a une conséquence, la promiscuité, donc on se retrouve dans un lieu où l'espace est restreint, et donc c'est des tas de conséquences qui jouent en défaveur de la vie et de la socialisation même de l'élève. Donc, le logement, ça a un apport important pour la réussite scolaire d'un élève. D'autant plus que nous savons que le temps extrascolaire joue un avantage dans la réussite scolaire. Parce que l'élève qui vient en retard, donc qui rentre tard à la maison et qui est obligé aussi de se réveiller tôt pour être à l'heure, donc ça perturbe l'élève en classe et ça joue, ça peut même amener des décrochages scolaires. Donc, l'étude tourne autour de ces éléments. Voilà, donc pour respecter les timings, je m'arrête là. Comment ça, ils n'ont pas le droit de la alors, donc, selon les hôtels, puisque au niveau du hôtel, j'ai dû négocier sans passer par l'assistance sociale.
Donc, je me suis présenté étant sociologue chercheur et qui vais suivre cette fille dans le cadre de mon enquête. Et là, ça n'a pas posé de problème. Mais dans le second hôtel, l'agent d'accueil, il a été intransigeant. Donc, je crois que l'autre a été un peu laxiste peut-être. Donc, selon lui, il faut une lettre, une autorisation de sa hiérarchie. Ça contrevient au droit de la personne. Oui. Oui. Donc, on est en manque d'autonomie. Je ne sais pas, dans un hôtel, ça doit recevoir des visites. Je ne vois pas en quoi le fait d'être hébergé l'interdit. C'est une atteinte au droit de la personne. Vous avez vu, pendant 2 jours, vous avez vu que moi, les interventions pendant 2 jours, autour de la question des droits des personnes qui sont dans l'hébergement. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont tellement opaques, les statuts sont tellement pas posés, etc. Bien que légalement, en termes de loi, oui, c'est une entrave, sauf que c'est en permanence, tu fais de cette opacité, tu es soumis à des formes de comportement arbitraires. Ça dépend qui tu es en face de toi. Si tu as quelqu'un de sympathique qui va respecter tes droits, ça va bien se passer, tout comme dans les maisons relais. Voilà, le thème des maisons relais, on en parle. Voilà, si tu tombes sur des gens qui respectent la loi, eh bien, tu es chez toi, tu peux recevoir du monde, etc. Si tu tombes sur des gens qui ne respectent pas la loi, ils t'empêchent de recevoir du monde, ils t'empêchent, etc. C'est en fait, on est dans des situations où l'arbitraire peut rentrer. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que le travailleur social participe, il fait une lettre pour dire qu'il a le droit d'aller voir, il participe à l'atteinte des droits en disant oui, c'est une lettre. Ou alors peut-être. Des fois, c'est le règlement intérieur de la structure ou C'est choquant. c'est choquant. En parenthèse, ça a été un cas exceptionnel puisque la famille a été appuyée par l'assistance sociale qui a fait cette lettre au nom de la maman. Donc, bien sûr, ce n'est pas écrit dans la Bible. Donc, j'ai apporté cette lettre au niveau de cette structure qui gère l'école et en même temps, il fallait défendre en cause ensuite les raisons de ma visite. Moi, je ne pas des maisons de pension de famille, moi, je vis dans une. Et c'est vrai que nous, on a le droit de maison, on a le droit d'héberger, on n'a aucun problème, on n'a pas d'intrusion. Comme partout, c'est la thématique de l'axe de l'atelier. C'est la question des parcours, la question des droits, du respect des droits. Après, il faudrait, là, si on veut avoir un débat, il faut qu'on passe la question. On va pouvoir débattre parce qu'on est en train de toucher un petit peu les points sensibles. Voilà, ouais. Donc, nous avons une contribution vidéo et nous aurons. C'est une méthode, hein? Ouais. Je vais au début. Quelle a été votre difficulté en lien avec le logement à l'époque? En fait, j'étais sur Internet, foyer. Et quel type de foyer vous aviez proposé? On a proposé Saint-Marie, Georges Dumas. Sur Saint-Céline aussi au boulot. Donc, j'ai travaillé. Et élèves. Avec quelques jours de malade. Derrière de porte des mains. J'ai refait presque tout sur la de banque des gens. L'appartement
répartitionnement sur les services sur les cités, c'est-à-dire que c'était refusé et certaines choses de faire, et souvent des choses travailler dans la route, comme les fidèles ou d'autres choses. Alors justement, pourquoi ils ont refusé les foyers de vie, notamment en 2001, Martinique, Fidèle, la distance Il y avait le cordon intérieur qui devient un peu compliqué. Mais quand même une trentaine de là, en fait. Quelle est votre situation à l'heure actuelle en lien avec le logement? Quelle est votre situation à l'heure actuelle en lien avec le logement? Effectivement, je suis un appartement impeccable. Il faut se faire des espaces nouveaux. C'est un appartement à logement social, avant de faire privé. On va imaginer un T3 pour un petit, une pièce plus grande. Dans le immeuble, puisque le bâtiment s'est usé, puis on est là et voilà, il faut changer d'appartement. Il faut remplacer. Êtes-vous satisfait de votre situation actuelle? Êtes-vous satisfait de votre situation actuelle? Toujours en lien avec le logement. Ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Donc on épouse, on a le pied, on peut être satisfait. Voilà. Ça n'a rien à voir avec les foyers. Non, mais c'est pas les foyers, c'est plus les foyers, c'est plus les foyers, mais ça, c'est différent. Je suis en logement, je suis dans la liberté. Je peux enfermer comme avant. Quand on nous demande tous par pas de 6 mois, on a filé. Pas difficile, beaucoup de temps à fermer. Par exemple, on fera un refus d'un truc classique, c'est une interne. Il faut rentrer cette personne. Voilà, si personne est genre cette personne et que pour approcher toujours. Voilà. Donc, c'est tant pis pas, c'est une peu à gauche. Elle a fait des 3 ans par période de 6 mois. C'est-à-dire, je restais 6 mois en isolement, après je sortais. Et en fait, ce qui s'est passé à l'époque, pour les logements, Marigny, Fidèle, tout ça, j'allais visiter et tout. Puis après, il y avait une sortie d'essai chez les parents. Et moi, je faisais en sorte de m'éloigner du psychiatrique, c'est-à-dire à faire capoter le projet de Marigny ou de Fidèle ou de. Non, Georges Dumont, je voulais y aller. Je voulais y aller à Georges Dumont. La Fidèle aussi, je voulais un peu y aller, mais c'est un peu différent. Mais Marigny, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé en sortie chez la famille et j'avais hésité. Puis je trouve un boulot entre-temps, on voulait me proposer un CDI et tout. Du coup, le psychiatre dit bon, vous n'allez pas à Marigny, quoi. Vous me l'avez fait un peu à l'envers. Et après, 2 ans plus tard, quand je suis retourné, il m'a dit dans l'autre tournant, quoi. Après, c'était service de suite, quoi. C'est un peu ça l'idée. Avant d'avoir une situation de logement, de lieu de vie, mais par contre, qui ont duré des années. Etienne, là, il a on est sur 15 ans de parcours. 15 ans chez la mère, et là, il y a eu 9 mois d'appartement. D'ailleurs, qu'est-ce qui pourrait faire changer le fait que les gens galèrent pas pendant c'est très long, 10-15 ans avant de trouver une situation stabilisée.
des logements sociaux, et après, les mairies disent oui, mais pas chez moi, c'est voisin. C'est ça aussi. Pour moi, c'est aussi, je le ressens comme ça. Ils font des lois, les politiques, mais après, il faut bien les mettre en place, mais pas dans leur giron. Enfin, c'est comme ça que moi, je le ressens et je le reçois. Oui, c'est. Ce jeune qui avait fait une agression, qui avait dit qu'il faut toucher les boucles à double tour. Vraiment, ma boucle, moi, il avait à peine passé ce reportage, je préparais déjà la chambre d'isolement, quoi. C'est un peu ce qui s'est passé, hein. C'est peur, en tout cas. Déjà, quand on a une dépression, je ne dis pas que c'est facile, mais se retrouver avec des personnes qui sont schizophrènes, c'est violent. Et en plus, ils suppriment des lits. Donc après, ils font des choix. Les personnes qui auraient besoin de soins, et elles ne sont pas soignées. Ils ont sectorisé ces mélanges des pathologies. Il n'y a pas moyen politiquement de faire revenir là-dessus, parce qu'on se retrouve, moi, ça me paraît très violent, ça, de mélanger les pathologies. C'est une question qui est en lien avec l'autonomie. Est-ce que dans ton parcours dramatique, est-ce qu'il y avait des choix ou bien c'était soumis au. Qu'est-ce que voulez-vous? Oui, ils ont posé la question. Moi, je formulais sur le psychiatre que je voulais un appartement. Et lui, il me proposait Marigny, Georges Dumas, c'était pour les formations, je crois. Je crois, c'est ça. Je crois que c'était pour la formation. Foyer Fidèle, c'était pour prendre un parti sur Lyon. Après, on me proposait des choses, mais c'était pas ça que je voulais. Moi, je voulais au moins un logement de transition thérapeutique que j'ai eu plus tard. D'ailleurs, un avec mon épouse, qu'on nous accordait exceptionnellement, mais ils n'avaient pas trop le droit, mais ils l'ont fait quand même. C'est un logement de transition. Un logement de transition en couple. On était le premier logement de transition en couple à Bourg, en tout cas. Oui, en fait, on était pas en colocation. On nous a dit de faire chambre à part. On nous a précisé. Moi, je vis ça. Donc, je vis avec ma compagne, mais officiellement, je ne peux pas être avec elle. Mais moi, j'ai une question là, parce que ça peut arriver. En hôpital psychiatrique, on peut faire des rencontres. On va vous là aussi, c'est change de statut. Ça, c'est ce changement de statut. La prise en charge est au départ pour un individu, et puis ces deux individus. Peut-être juste pour ça. Un levier, parcours, droit et conditions sociales. Donc, on voit qu'on est vraiment en plein dedans dans cette tension-là entre les logiques un petit peu d'accompagnement et d'hébergement avec des statuts ou en tout cas une réglementation un peu particulière qui va clairement parfois à l'encontre de la loi et la question du logement pour le coup et en prenant en compte surtout le choix des personnes. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, en termes de réponse à à un souhait qui est je veux être en appartement, la proposition qui est faite ne relève pas du tout, là, pour le coup, du logement. Juste, parce qu'il y a une demande là de. Une question, j'aurais bien aimé peut-être que vous disiez sur ce logement de transition. Est-ce que c'était utile que ce soit de transition et ça consistait en quoi cette transition exactement? Ou est-ce que vous auriez fait directement dans le logement? C'est pour avoir le cas où je dérape à nouveau, parce que moi j'ai un long parcours psychiatrique, soit c'était un peu moins ça, elle a fait un très court parcours psychiatrique, mais c'était au cas où pour me tenir un peu sous contrôle, c'est mon opinion, je me trompe peut-être, mais c'est comme ça que j'ai vu. Pour me tenir un peu sous contrôle, c'est-à-dire à la moindre. Au moins, il ne faut pas, au moins, dès que je ne pas sur cette situation, ce que j'ai expliqué hier à la conférence, c'est un peu pour me faire sous contrôle. Mais après, on a eu un logement personnel, et là, ça a été quoi. Voilà, quoi. On payait le café aux soignants, c'était devenu autre chose, quoi. C'était un autre.
Oui, oui. Je voulais juste dire l'intérêt. Voilà. Quand les personnes souhaitent un logement, on va proposer un logement associé à un accompagnement socio-médical. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure il faut imposer, mais en tout cas, permettre de. Ça fait bien avoir un appartement. Ça fait 15 ans. Alors que je formulais depuis l'âge de 20 ans et je n'ai pas eu avant. Mais on considère que le logement, c'est un droit. Voilà, et d'abord le logement et ensuite éventuellement l'accompagnement socio-médical. Oui, je voulais juste rappeler aussi l'importance d'avoir un logement pour pouvoir construire son identité, notamment quand on est enfant, pour avoir une stabilité, un lieu où on se sent en sécurité pour pouvoir ensuite aller vers l'extérieur. Et d'ailleurs, souvent, on dirait que le logement renvoie aussi un petit peu notre état d'esprit du moment. Et ça, c'est super important. Et c'est vrai que favoriser cet accès dans un logement stable où on peut se reconstruire, ça permet aussi, c'est un côté thérapeutique pour s'en sortir et se construire ailleurs, dans une vie professionnelle, dans une vie à l'extérieur, dans une vie sociale. Et c'est la base pour se retrouver avec soi-même dans son environnement, sa maison, comme son intérieur. Et ça, c'est super important. Et je trouve aussi que c'est pas le sujet, le ressort bien. Je suis une adresse stable. J'ai eu des amis que j'ai perdus, mais certains ont duré. Une adresse stable, ils peuvent aider financièrement, ils peuvent dépanner, ils peuvent accompagner pour une démarche. Pas des professionnels, mais enfin amis qui travaillent, qui ont des enfants, tout ça. Alors que si on est ballotté, si on perd son logement, il n'y a plus rien, quoi. Les amis, même de longue date, ils lâchent, ils décrochent. Non, ma famille, elle me dit tout le temps, ils me disent, toi, on n'est pas si mal loti que ça. Après toutes ces années, je ne suis pas si mal loti que ça, quoi. Ouais. Moi, j'insiste sur le fait que je pense que l'une des choses les plus importantes, c'est le statut que l'on a par rapport à son lieu de vie. Être locataire. Il faut réellement dissocier le fond et la forme. C'est-à-dire un logement, il peut avoir des formes très différentes. D'accord, il peut être un peu collectif, il peut être mobile. C'est reconnu par la loi. La loi reconnaît quasiment tous les habitats mobiles. Une caravane peut être un logement. Voilà, il faut le savoir. Donc, et c'est le statut qui fait que ça fait logement. Voilà, et ce statut, le statut de locataire en titre, le statut de base, c'est ça qui fait que en fait, personne ne peut venir te faire chier à part les pompiers et la police. Tout simplement. Et après, la question de la forme. Et c'est pour ça que moi j'insiste sur le fait que la base du fait d'avoir un logement vient de ce statut. Il ne vient pas que du fait d'avoir 4 murs autour de soi. Ce qui fait sécurité, c'est le fait que tu as ce statut. C'est pour ça que j'estime qu'il y a un certain nombre de dispositifs qui ne sont pas très bons. Utiliser, par exemple, la sous-location, qui est un statut un peu hybride, c'est pareil, même si la loi te donne les mêmes droits qu'un locataire en titre, le fait d'être sous-locataire ne te rend pas, en fait, ne te met pas en sécurité parce qu'à un moment donné, il y aura toujours une autre étape qui sera le fait que tu aies un logement à toi. Vous l'avez écrit ma question, mais tout à fait. Donc, le droit commun, c'est ces deux-là. Alors, j'utilise que le statut de locataire en titre, mais il y a locataire en titre qui est chez toi et propriétaire. Alors, pour me permettre de rebondir à ça, on était mandataire pour les personnes qui sont propriétaires et qui n'ont pas de quoi refaire le toit, faire des travaux décents ou qui ont des soucis dans leur maison et qui ne peuvent pas les financer, il existe très peu d'aides et de dispositifs pour les aider. Et on a des fois des
On a eu des situations avec des gens qui dormaient à même le sol, pas le toit, rien du tout, mais c'est leur logement, donc ils ne peuvent pas la déménager ils ne peuvent pas l'entretenir. Mais en propriétaire, on a encore moins de dispositifs que pour les locataires. On est vraiment souvent embêtés dans ces situations. Moi, je me dis quand même, mais c'est pas un problème, parce qu'on en a déjà parlé. Mais l'argumenter, je trouve que c'est. Alors, je rejoins tout à fait sur l'importance du statut. Et en fait, ça contribue à la sécurité du lieu de vie et de l'habitat. Mais il me semble que, parce qu'en France, il n'y a pas la gratuité du logement, il y a quelque chose qui s'appelle le droit de propriété, etc. Donc, il faudrait peut-être collectiviser les sols. Et voilà, mais on voit bien que c'est quand même une grande réforme, un projet de société qui n'est pas pour demain. Et du coup, je me dis, à partir du moment où on est dans cette société où il y a des contraintes au fait de devenir locataire ou propriétaire, il y a la question des ressources. Et c'est vrai qu'il y a aussi un droit qui s'applique autour des titres de séjour, etc., qui fait que ce n'est pas toujours possible, en tout cas, d'avoir un logement social si on n'a pas les papiers qu'il faut. Et donc, je trouve que c'est aussi un grand risque que de conditionner l'accès au logement au fait qu'on puisse avoir les ressources pleines et entières, entre guillemets, pour être locataire en titre ou propriétaire, ou avoir les papiers, etc. Et il me semble que le système d'aide sociale en France, tel qu'il a été pensé au sortir des années 50, etc., il a prévu des outils pour que le fait que les conditions juridiques ne soient pas toutes réunies ou les ressources financières et tous les droits ne soient pas ouverts, ça peut permettre d'organiser le fait que, même s'il n'y a pas tout ça, on peut être dans un appartement et on peut avoir toute la jouissance et les droits d'usage d'un appartement. Il n'y a rien qui justifie des contraintes comme va pouvoir... ça, c'est des choses qui sont rajoutées, mais on peut organiser les choses pour que les personnes vivent en appartement avec les mêmes droits et les mêmes obligations que tout locataire ou propriétaire, voilà, même si on espère pour un temps, il y a peut-être des questions au niveau des ressources, des droits ouverts, etc. qui font... Et je trouve que le fait de s'accrocher, entre guillemets, de faire du contrat titulaire la condition pour l'accès, eh ben, ça écarte plein de gens et ça fait qu'il y a des gens qui se retrouvent dans des structures d'hébergement collectif, etc., qui sont, à mon avis, pas souhaités, quoi. Donc voilà, c'est juste. Voilà. Alors nous allons donc, parce que c'est-à-dire qu'on est contraint par le temps. Donc vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord? Voilà, oui, c'est toujours. Non, mais il y a un débat. En tout cas, ce qu'on est sûr, c'est qu'il y a un débat politique autour de ces questions. Et on va au-delà même qu'il n'y a pas que. Voilà. Ça veut dire que ça a une profondeur à la société. Voilà. Oui. Est essentiel parce que même par rapport à ce que tu disais, c'est-à-dire que tout l'enjeu, c'est est-ce qu'on peut démarrer par une proposition qui respecte le choix ou le souhait de la personne, tout en maintenant des filets de sécurité qui, à un moment donné, permettent de vivre en appartement sans, pour le coup, être en mesure d'avoir les conditions d'être locataire ou propriétaire. Mais la question du choix est essentielle là-dessus. On est en train de manger sur la pause. Je veux dire, la question du choix qui a été respectée par rapport à l'appartement, bon, ça a peut-être pris 15 ans, mais je suis resté quand même 10 ans en institution psychiatrique, avec tout ce qui s'est passé à l'hôpital là-bas, c'est-à-dire les situations de maltraitance, tout ça, la question d'isolement, tout ça, et pas que, c'est passé, c'est derrière, c'est passé aux enfants, tout ça. Et j'ai tenu bon, tout le monde, mais il faut voir les conditions aussi. Hein. Faut avoir la tête solide, quoi. Faut vraiment avoir la tête solide. J'ai toujours un traitement psychiatrique. Au début, je ne supportais pas le traitement, quoi. Je ne supportais pas. Mais je suis tellement accoutumé que j'ai des grosses doses. Hein. C'est un exemple, mais je fais le traitement comme exemple, mais il n'y a pas que ça, quoi.
on va trouver vos contributions et ces échanges.